bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Radio. C'est parti pour le grand journal, l'édition du 3 juin 2012. Une toute nouvelle formule pour le grand journal, plus courte donc, avec à la une de ce dimanche, les opérateurs cesseront-ils de subventionner les mobiles en France? Ce sera notre sujet high-tech de la semaine. Notre sujet culture sera associé à la reine d'Angleterre. À quoi sert-elle? Et oui, potiche sans pouvoir. Pour les uns, symbole de l'identité britannique, pour les autres, retour sur le réel pouvoir d'Elisabeth II, à l'heure où elle fête ses 60 ans de règne. Suivra l'actualité média de la semaine, également là une nouvelle chronique, avec notamment Laurence Ferrari qui démissionne du journal de 20h de TF1. Et puis on terminera cette émission par Marie-Christine Patoureau qui sera là avec nous pour revenir sur toute l'actualité espagnole. Ça ne change pas. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. On va parler à présent de la subvention des mobiles. Et oui, vous savez, cette subvention, c'est quand vous achetez un mobile à un prix réduit, 1 euro, 9 euros chez votre opérateur. Et justement, avec le succès croissant des forfaits sans engagement, certains analystes prédisent l'arrêt des ventes subventionnées de mobiles par les opérateurs. Nous allons décrypter tout cela. Alors premièrement, il faut savoir que les consommateurs français avaient avant pour habitude depuis de nombreuses années d'acheter leur téléphone directement auprès de leurs opérateurs. La raison en est simple, ceux-ci subventionnaient largement les ventes en achetant d'énormes stocks de mobiles auprès des fabricants, puis les proposaient avec d'importantes réductions ou remises et les offraient à leurs clients. En contrepartie, bien évidemment, d'un engagement de 12 ou le plus souvent 24 mois. Ce mode de distribution, renforcé par le fameux système de points qui permettait aux clients fidèles à son opérateur de bénéficier de ristournes sur les prix de mobiles, a très bien fonctionné et a régné de manière monopolistique sur la vente des mobiles auprès du grand public. Mais pendant des années, rien n'a bougé. D'un côté, les fabricants se sont réjouis de ce canal de distribution qui leur permettait d'écouler de gros volumes de mobiles, et de l'autre, les opérateurs y trouvaient leur compte, puisqu'en subventionnant les ventes, ils gonflaient le prix de leurs abonnements, se remboursaient en 12 ou 24 mois, puis engranger des bénéfices colossaux au-delà de cette période. Avant même l'arrivée de Free Mobile, un événement a totalement bouleversé le monde de la téléphonie mobile, que ce soit pour le consommateur, les opérateurs ou même les fabricants. La sortie de l'iPhone en 2007. Il a été le point de départ de l'engouement du grand public pour les smartphones. Tous les fabricants, ou presque, se sont lancés avec plus ou moins de réussite à sa poursuite. Et, bien entendu, tous les opérateurs ont fait des pieds et des mains pour l'intégrer à leur catalogue respectif. Ce que ces derniers n'avaient pas prévu. C'est qu'Apple s'est révélé intraitable en ce qui concerne les marges de négociation du prix de gros tarifs de ces appareils. Les opérateurs ont donc dû revoir leur copie pour proposer l'iPhone à un tarif abordable pour la grande majorité des clients et espérer vendre leur stock d'appareils. Ils ont été contraints de revoir leur propre marge. Au fil des années et du renouvellement de la gamme de téléphones d'Apple, les opérateurs ont néanmoins pu maintenir ce canal de vente, mais la tendance s'est confirmée avec l'arrivée des autres marques, peu de marge avec les smartphones haut de gamme. Alors en janvier 2012 est arrivé Free Mobile avec ses offres low cost et surtout sans engagement, comme nous vous le racontions, pour pouvoir vendre des mobiles et ne pas corréler ces ventes d'appareils au forfait proposé sans engagement, le quatrième opérateur a choisi de commercialiser ses téléphones nus ou à crédit. Les trois autres opérateurs lui ont emboîté le pas sur le segment de la vente nue ou en 3 fois sans frais. Ces nouveaux forfaits à bas coût et ce nouveau mode de vente des mobiles ont eu plusieurs impacts. Les trois opérateurs
ont réduit fortement leur marge sur ce type d'abonnement et, dans une moindre mesure, sur la vente des mobiles. La conséquence de tout cela est que le consommateur a, en quelques semaines, pris conscience du prix des abonnements et du prix des mobiles. Et le client a également goûté à la liberté de changer d'opérateur quand il le souhaite. Se pose donc aujourd'hui le problème de savoir quel canal de vente va privilégier le client dans les mois et les années à venir. La problématique ne peut être envisagée au niveau européen. En Espagne, Vodafone et Telefónica ont récemment décidé de supprimer purement et simplement la vente de subventions des ventes des mobiles. Mais si l'arrivée de Free Mobile chez son voisin y est pour quelque chose, cette décision est certainement plus motivée par la situation économique du pays. A l'inverse, en Belgique, les subventions des ventes de mobiles n'existaient pas jusque récemment. En France, l'arrêt est simple de ces subventions pourrait avoir plusieurs conséquences fâcheuses pour les opérateurs. D'une part, cela les priverait d'une vision à moyen terme sur leur rentrée d'argent, en laissant les organismes de crédit s'emparer de ce marché. Les opérateurs auraient donc beaucoup plus de mal à retenir leurs clients, plus que ces derniers ne considérant alors plus que les prix des forfaits. Par ailleurs, le marché du smartphone, toute gamme confondue, est devenu un enjeu fondamental. En cessant de subventionner les ventes, les opérateurs pourraient tout simplement se faire court-circuiter par les fabricants. N'oublions pas qu'Apple, Samsung et consorts fabriquent également des ordinateurs, des tablettes et toutes sortes d'appareils high-tech. De là à voir fleurir des packs ordinateurs plus smartphones à des prix défiant toute concurrence. Certes, le coût des mobiles pour les opérateurs en Europe est estimé à 13 milliards d'euros pour 2011 et ces derniers ont besoin de financer les infrastructures de leur réseau 4G. Oui, les forfaits low cost sans engagement rencontrent un succès croissant, mais n'en déplaise à l'ARCEP, tous les opérateurs que nous avons contactés sont unanimes. L'arrêt des subventions sur les mobiles n'est pas pour demain. Chaque année, le rituel est immuable. La reine pénètre dans la chambre des Lords à Westminster. Coiffée de la couronne impériale, sertie de 3000 germes, vêtue de la cape d'hermine brodée de dentelle d'or et de Victoria, portée par des pages, et lit le discours annuel du trône lors de l'ouverture de la session parlementaire. En réalité, un discours est écrit au mot près par le Premier ministre britannique et qui représente sa politique à venir. Pour beaucoup, voilà résumé la quintessence du pouvoir d'Élisabeth II, une autorité morale, garante des traditions, soumise à la politique de son gouvernement. Elle prend la pause, mais n'agit pas. La réalité est plus complexe. Sur le papier, le pouvoir de la reine est bien réel. Il ne tient qu'au monarque de l'exercer. Charles changera-t-il la donne ? Comme notre président de la République, la reine est chef des armées. Elle nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Elle est également chef de l'Église anglicane et entérine la nomination des prélates. Elle peut s'opposer à des lois, accepter ou refuser la dissolution du Parlement. Donc, en théorie, bloquer ou influer la vie politique du pays. Ce qui n'arrive jamais, car Élisabeth II tient à son impartialité politique. Elle est aussi la souveraine officielle de 15 royaumes membres du Commonwealth, de la Barbade au Canada, en passant par la Nouvelle-Zélande, les Bahamas, l'Australie, les Grenadines, la Jamaïque, etc. Tous les matins, sauf le jour de Noël, elle passe plusieurs heures dans son cabinet à prendre connaissance des rapports, des notes confidentielles et parfois de projets de loi émanant de tous les pays dont elle est la reine. Avec ses secrétaires particuliers, elle se tient informée dans le détail des événements ou des problèmes survenus et reste ainsi l'une des rares personnes, avec le pape, sans doute la plus informée des affaires du monde. En réalité, tout se joue lors de ces fameux tête-à-tête hebdomadaires avec son Premier ministre, explique Isabelle River,
auteur de la biographie Élisabeth II, publiée chez Fayard. C'est là, dans un petit salon du palais de Buckingham, que s'exerce son influence. À l'abri des regards et des témoins, ses conseils restent toujours précieux, comme me l'a confié récemment John Major. Selon lui, il aurait été dommage de ne pas tenir compte de son avis quand on songe à l'expérience qui est la sienne. Il s'agit en tout cas de l'une des rares occasions de la semaine où le Prime Minister peut parler à peu près librement des problèmes du moment avec une autorité formée par Winston Churchill. Cette position d'arbitre et de conseiller préserve la monarchie des turbulences politiques. Elle renforce son image de garante des institutions et des traditions, très appréciée en Grande-Bretagne, faisant de la reine le symbole de l'unité britannique. Il s'agit là de son rôle sans doute le plus important. La reine, c'est l'Angleterre. Voilà tout. Elle incarne comme personne le rayonnement et le prestige de la Grande-Bretagne. Aux yeux du monde, un récent sondage montre que 70% des Britanniques restent profondément monarchistes, prouvant que l'institution reste toujours populaire. Oubliez les 70s quand il était de bon ton de ridiculiser une famille royale, un brin désuète, ou encore les années de Diana qui ont dangereusement écorné l'image de Windsor. Depuis, des efforts ont été faits, les excès rangés au placard, les histoires de famille réglées et la liste civile accordée par le Parlement revue à la baisse. Le mariage de Kate et William, suivi l'an dernier par près de 2 milliards de téléspectateurs, prouve que la firme Windsor n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle génère du rêve et renoue avec les symboles. Élisabeth II sait que son vrai pouvoir demeure sa longévité. Le temps efface tout, consolide le prestige et finit toujours par forcer le respect. À Charles, demain, de relever le défi. On passe à présent aux dernières actualités médias. Et oui, nouvelle chronique dans ce grand journal et avec à la ligne premièrement Laurence Ferrari qui démissionne de TF1. Mardi soir, la présentatrice du JT de 20h a posé sa démission et rejoint Direct 8 à la rentrée. Et justement, je vous propose d'écouter Laurence Ferrari lors de son dernier JT de 20h jeudi soir. Écoutez, c'est sa dernière minute. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est aussi le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être, je pars vers de nouvelles aventures. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends congé de vous, chers téléspectateurs, vous qui m'avez accompagné pendant ces 4 années au journal télévisé. Je vous remercie de votre confiance qui m'honore et qui continuera à m'honorer toute ma vie. Merci aussi pour les innombrables messages d'amitié que vous m'avez envoyés cette semaine. Ils me vont droit au cœur. Coup de chapeau aussi, bien sûr, aux journalistes qui se sont mobilisés à mes côtés avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie et une envie commune de porter haut les couleurs de l'information sur cette grande chaîne TF1. J'ai été fière de servir cette rédaction. Et puis je pense aussi à mon équipe, l'équipe du 20h. Nous avons vécu de grands moments ensemble, de grands bonheurs. Je vais juste vous citer leurs noms 2 secondes. Anne, Isabelle, Jocelyne, Fabien, Valérie, Philippe, Neila et Chantal, merci à vous. C'était un bonheur de travailler avec vous. Voilà, c'est l'heure, le foot n'attend pas. Une nouvelle histoire commence, comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion. Allez, yalla, bonne soirée à tous, à bientôt. Allez, également dans l'actualité média cette semaine, TF1 qui perd son procès contre YouTube. Et oui, le TGI de Paris déboute TF1 dans le procès intenté à YouTube, le site d'échange de vidéos, au titre de la contrefaçon de ses programmes. RTL, Europe 1, le groupe Énergie, ainsi que le groupe Next Radio TV, BFM et RMC donc, renoncent aux fréquences attribuées par le CSA sur la radio numérique terrestre. Les stations avaient jusqu'à 17h mercredi pour confirmer auprès du CSA qu'elles occuperaient les fréquences attribuées sur Paris, Marseille et Nice. Mais la relance de la TNT subit ici un front de refus des 4 grands groupes du secteur privé qui estiment qu'il n'y a pas de modèle économique sur la RMT.
Deux rapports concluaient déjà dans ce sens, celui de Marc Tessier et un autre de David Caissier, aujourd'hui conseiller culture et médias de François Hollande à l'Élysée, alors qu'il n'y a que Radio France comme grand groupe qui a signé pour aller voir la radio numérique terrestre. Et puis enfin France Télévisions avec la suppression de la publicité qui a coûté 628 millions d'euros à l'État. Un rapport du Sénat fait le point sur la loi audiovisuelle de mars 2009. Bilan donc mitigé, voire catastrophique. Et puis un dernier clin d'œil également à France Info qui a fêté vendredi ses 25 ans. Bon anniversaire à France Info donc. Dans le grand journal, c'est le dimanche 3 juin, bonne fête également à toutes les mères. Et on est avec Marie-Christine Patoureau justement. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin. Et avec vous, on va parler de toute l'actualité espagnole de cette semaine. Marie-Christine. Oui, on va essayer, oui. C'est tellement complexe en ce moment. Oui, c'est sûr, avec tous ces événements mondiaux, politiques, etc., économiques. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que de quoi allez-nous vous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai trouvé un article intéressant sur les 500 ans manqués, d'occasions manquées. Alors, tu vois, 500 ans, c'est énorme pour l'Espagne, parce que c'est depuis 1492 qu'il y a un certain état d'esprit en Espagne. Alors j'ai trouvé cet article intéressant parce que, pendant 500 ans, les Espagnols ont été contraints de garder cet état d'esprit qu'ils continuent d'avoir. Et oui. Alors la crise bancaire actuelle puise ses racines dans la pensée anti-économique qui domine dans le pays depuis la Reconquista et la découverte de l'Amérique et qui en a empêché le développement. Un état d'esprit auquel l'adhésion à l'Union européenne en 1986 n'a rien changé. Alors, que se passe-t-il en Espagne? Sous le mandat de Premier ministre de José Aznar, le pays faisait encore figure d'élève modèle de l'Union européenne en matière de croissance. Ça se passait donc entre 1996 et 2004. Les fonds structurels européens afflué dans la quatrième économie de la zone euro à hauteur de 150 milliards d'euros. À l'époque, l'Espagne essayait de devenir vraiment européenne et moderne. Mais ce ne sont pas des entreprises florissantes qui sont sorties de terre sur les sols pauvres d'Andalousie et de Castille, mais des projets d'investissement ruineux dont les vestiges sont aujourd'hui aussi délabrés que les châteaux de l'époque du Cid. Les uns et les autres sont l'expression d'un modèle social anti-économique qui caractérise l'Espagne depuis un demi-siècle. L'Espagne a vécu la période des temps modernes dans un isolement volontaire qui n'a pris fin que dans les années 1960, lorsque le dictateur Franco a ouvert le pays au tourisme. L'Espagne est donc entrée tard et laborieusement dans la modernité. Agitée et pressée comme un invité qui arrive dernier à un banquet et qui tente comme il peut de rattraper ce qu'il a manqué, écrivait Juan Goytisolo en 1969 dans un extrait qui reste d'actualité. C'est avec le même empressement que l'Espagne a commencé 20 années plus tard, à dépenser la manne tombée du ciel sous la forme de fonds structurels européens. Mais, au lieu d'investir dans une société productive, elle a voulu faire partie de l'Europe le plus vite possible et se moderniser, ce qui voulait surtout dire avoir l'air moderne. L'argent a été utilisé avec discernement au départ, mais plus tard, avec une précipitation
nourrie par la politique foncière ultralibérale de José María Aznar. Et bien sûr, on en arrive aux ruineuses latifundias. La marche triomphale de l'anti-économisme avait toutefois débuté dès 1492. À l'époque, l'Espagne n'avait pas seulement découvert l'Amérique, mais elle avait aussi conquis le dernier vestige de la domination arabe à Grenade, avant de chasser du pays les Juifs et les morts dans les siècles qui suivirent. Or, les deux communautés juives et morts tenaient les rênes de l'artisanat et du commerce, alors que l'hidalgo chrétien, lui, avait le labeur en horreur. Tout travail lui était interdit, en vertu d'un étrange code d'honneur, et ne voyait de mission divine que dans la soldatesque. Les richesses des colonies glissaient entre les doigts des Espagnols comme de l'or liquide. L'Europe centrale s'enrichissait de l'or inca, pendant que la noblesse espagnole se reposait passivement sur les revenus de ruineuses latifundias. Pendant 3 siècles, tout ce qui s'apparentait à une activité productive faisait l'objet de poursuites pour hérésie de la part de l'Inquisition. Quiconque s'aventurait à faire de la recherche, à lire ou à bricoler courait le risque de finir sur le bûcher. À la disparition de l'Inquisition, le flambeau de l'immobilisme a été repris par le catholicisme espagnol. La laïcisation du pays elle-même n'est pas parvenue à en briser la carapace. Ce n'est qu'au Pays basque et en Catalogne que l'on a vu apparaître des sites industriels. On créait certes des liaisons de transport, mais tout en les entravant. Ainsi, il existait un réseau ferroviaire, mais l'écartement des rails n'était pas le même qu'en France, pour ne pas approcher trop près de l'Europe. L'Europe s'arrête aux Pyrénées, disait-on désormais. Mouvement anarchiste puissant. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour voir l'émergence timide d'une bourgeoisie dynamique, mercantile, politisée. L'Espagne est le seul pays du monde à avoir vu l'émergence d'un mouvement anarchiste puissant. Celui-ci revit aujourd'hui par le biais des indignés de la Puerta del Sol à Madrid, qui sont unis par la fronde anticapitaliste, mais malheureusement qui ne parviennent pas à se fédérer. L'anarchisme a triomphé dans les années 1930, avant d'être écrasé par Franco et son putsch pendant la guerre civile. Franco a brusquement ramené l'Espagne au temps de l'Inquisition. Pour faire régner le calme, il a délibérément promu l'immobilisme au lendemain de sa victoire. Le nombre de propriétaires a explosé grâce à la construction de logements et aux aides financières. Ce faisant, il posait la première pierre du boom spéculatif qui allait survenir plus tard. Si elle a surmonté avec brio le bouleversement politique survenu à la fin de la dictature en 1975 et s'est dotée d'une société libérale, l'Espagne est en revanche restée bloquée à l'époque du bas Moyen-Âge sur le plan économique. Nombre de journaux et de blogs espagnols se caractérisent encore aujourd'hui par une rhétorique égocentrique et les chamailleries partisanes. L'esprit de clocher interdit à la Castille ou à l'Andalousie de prendre modèle sur le Pays basque ou la Catalogne, deux régions pourtant plus productives et qui, à l'inverse, se refusent obstinément à faire partager leur savoir-faire au reste du pays. Il faudrait abattre la barrière des Pyrénées. Pour les Espagnols, il s'agit moins de tirer un gain matériel d'une besogne que de s'y investir personnellement. Or, les marchés anglo-saxons, régis par la froide efficacité protestante, ne laissent pas le temps à une telle stratégie de porter ses fruits sur un plan commercial. Faute de budget, les mutations nécessaires pour refonder le système éducatif et la recherche
en les accents sur la pratique sont impossibles aujourd'hui. Tant que l'Europe ne se décidera pas à abattre la barrière des Pyrénées en débloquant des aides ciblées en faveur de la modernisation de l'économie et de l'éducation, l'Espagne se verra contrainte de se réfugier dans un de ces traits de caractère qui, d'après Juan Goytisolo, a toujours entravé son ascension. Et ce trait de caractère, c'est son manque d'ambition. Les Espagnols savent endurer une crise, ils l'ont fait pendant 500 ans. Voilà, j'ai trouvé cet article intéressant qui décrit bien, c'est vrai, l'état d'esprit quoi, que l'on retrouve. C'est sûr, il est effectivement très intéressant. Voilà, alors justement, est-ce que l'Espagne peut se relever seule? Eh bien, on ne pense pas, quoi. Il faudra qu'elle demande absolument l'aide européenne, l'aide des banques, mais bien sûr, ça implique qu'elle sera sous tutelle. Et ça, évidemment... L'Espagne ne le souhaite pas du tout. Non, parce que bon, ils sont quand même fiers, et puis être sous tutelle des autres pays, c'est pas non plus facile ni évident. Hein. Non. Ouais. Non. Donc voilà, très bien. Y avait-il d'autres choses dans l'actu espagnole cette semaine? Non, tu vois, je trouve que en ce moment, ça reste justement immobile, comme disait l'article. C'est déjà la même chose. Il n'y a encore rien qui est décidé. L'Europe va pas très vite pour prendre des décisions. Alors voilà, quoi, ils attendent. Mais c'est vrai que la crise se fait sentir de plus en plus. Hein. Mais c'est surtout l'éducation et puis et la recherche et puis tous ces jeunes qui n'ont pas de travail, quoi. Voilà, c'est sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marie-Christine d'avoir été une nouvelle fois avec nous dans cette toute nouvelle formule du Grand Journal. Oui, Martin, et n'oubliez pas que nous nous retrouverons dimanche prochain. Voilà. Alors à dimanche prochain. Voilà, très bien. Et nous on se retrouve dans 2 secondes pour le mot de la fin. À tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons la semaine prochaine dès samedi sur Big Radio, bien sûr, toujours en direct pour le Grand Journal.